Ma mère a dit à mon fils de travailler dur, sinon il finirait comme moi. Pendant des années, j'avais enduré ses insultes. Mais quand elle a mêlé mon fils à ça, j'ai fini par craquer. Des mois plus tard, elle soutenait encore que je surréagissais. Je ne sais pas quel genre d'homme ma mère pensait que j'allais devenir, mais je suis certain que ce n'est pas celui qu'elle aime voir aujourd'hui. J'ai 37 ans, et j'ai passé la majeure partie de la dernière décennie à essayer de maintenir la paix entre ma mère et ma petite famille, ma femme Mélissa et notre fils Jacob. J'ai toujours supposé qu'elle partait d'une bonne intention. Même lorsqu'elle lançait ses piques, je me disais que c'était juste sa manière d'être. Toute cette génération a la langue bien pendue, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. C'est ce que je voulais croire. Mais ce qui s'est passé à la fête des 10 ans de Jacob, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le moment où quelque chose en moi s'est finalement mis au point. En grandissant, ma mère était le genre de femme qui voyait chaque conversation comme un champ de bataille, et chaque compliment comme une négociation. Elle ne faisait de compliments que si cela ne lui coûtait rien, et même dans ce cas, elle les enrobait toujours d'une sorte d'insulte déguisée. Si j'obtenais un B, elle demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si j'obtenais un A, elle disait, eh bien, il était temps. Mon père est décédé quand j'étais au lycée. Une crise cardiaque soudaine. Parti avant même que l'ambulance n'arrive. Après ça, elle a redoublé d'efforts pour tout contrôler, et j'étais le bon fils. Je suivais les règles. Je ne me rebellais pas. Je suis resté proche, j'aidais pour les courses, et je suis même retourné vivre chez elle un moment après l'université, quand elle avait besoin d'aide à la maison. Mais en vieillissant, j'ai commencé à voir à quel point j'avais laissé ma vie être dictée par elle. Elle n'a jamais approuvé Mélissa, la qualifiant d'autoritaire simplement parce qu'elle s'exprimait. Une fois, elle m'a dit, sans ciller, que me marier avec Mélissa était la deuxième pire décision que j'ai jamais prise. La première étant de ne pas être allé en fac de droit. Je suis dans la construction. Je dirige une petite entreprise de sous-traitance qui nous a permis d'avoir un toit sur la tête et de la nourriture sur la table pendant des années. Mais pour elle, ce n'était pas assez. Nous l'avons gardée à distance une fois Jacob né. Pas complètement. Je ressentais toujours ce sentiment lancinant d'obligation, cette culpabilité qu'elle avait en quelque sorte gravée en moi. Je ne voulais pas priver mon fils d'une grand-mère, mais nous ne l'avons jamais laissé seul avec elle. Il y avait juste quelque chose qui clochait. Chaque visite se terminait par un commentaire qui restait en suspens. Il est difficile pour la nourriture, tout comme son père l'était. Il m'a toujours donné du fil à retordre. Ou encore, espérons qu'il ait l'intelligence de Mélissa, pas ton entêtement. J'ignorais ses remarques. Mélissa, non. Elle a commencé à prendre de plus en plus ses distances. Je pouvais le voir. La façon dont elle se tendait avant chaque dîner de famille, comment elle devenait silencieuse dans la voiture sur le chemin du retour. Un soir, elle m'a demandé, pourquoi la laisses-tu continuer à te traiter comme ça? Et je n'avais pas de réponse sensée. Je pense qu'une partie de moi voulait juste que ma mère m'apprécie. Qu'elle dise enfin, sans réserve, qu'elle était fière de moi. Nous avons décidé d'organiser la fête d'anniversaire de Jacob au parc cette année. Il adore l'aire de jeu là-bas. Il y a cette grande structure de bateau en bois que lui et ses amis appellent la zone des pirates. Nous avons loué l'aire de pique-nique, apporté des ballons, des snacks, de la pizza, et même une de ces tables pliantes recouvertes d'une nappe de super-héros. Mélissa s'est surpassée pour le gâteau, 3 étages, décoré à la main avec des personnages de Marvel. Parce que Jacob est dans cette phase où chaque phrase commence par « Savais-tu que Spider-Man ?» C'était une bonne journée, un après-midi chaud et ensoleillé, rempli de rires, de doigts collants et de briques de jus. Pour une fois, je pensais que nous avions réussi à organiser un rassemblement paisible. Ma mère est arrivée en retard, sans surprise, portant cet immense chapeau de soleil comme si elle faisait une entrée sur le tapis rouge. Elle a embrassé Jacob sur la joue, lui a tendu une carte cadeau dans une enveloppe, pas de carte, juste une enveloppe, et a jeté à Mélissa un de ses regards scrutateurs tristement célèbres. Puis elle s'est tournée vers moi, a souri et a dit, « Eh bien, on dirait que tu n'as pas trop mal géré ça. » J'en ai ri pour ne pas y prêter attention. Jacob n'a même pas remarqué. Il était à mi-chemin du toboggan. Et pendant l'heure qui a suivi, tout allait bien. Les enfants jouaient. Les adultes discutaient. Mélissa et moi nous relayions pour le nettoyage et le service du gâteau. Et puis, juste au moment où Jacob s'asseyait pour ouvrir ses cadeaux, c'est arrivé. Elle s'est penchée juste à côté de lui,
a posé doucement sa main sur son épaule comme si elle allait lui murmurer quelque chose de gentil, et a dit, assez fort pour que moi et plusieurs autres puissions entendre, et tu dis bien, mon chéri. Ne finis pas comme ton père. Juste comme ça. Sans hésitation, sans clin d'œil, sans rire. Sérieuse comme la mort. Je me suis figé. Je ne tenais rien, mais je jure que mes mains sont devenues engourdies. Jacob avait l'air confus. Il a froncé les sourcils et m'a regardé comme s'il n'était pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Mélissa a laissé tomber l'assiette en carton qu'elle tenait. Mon cousin Dave, qui se tenait à proximité, a eu une toux gênée et a détourné le regard. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu, mais je savais que ce n'était pas le cas. Ma mère est restée là, à tapoter le dos de Jacob comme si elle avait dit quelque chose de gentil, comme si elle était la grand-mère aimante prodiguant sa sagesse, comme si elle ne venait pas de me lancer une pique devant mon fils de 10 ans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste marché calmement, j'ai pris la main de Jacob et j'ai dit, « Eh, mon grand. On y va. » Il avait l'air confus, mais n'a pas résisté. Mélissa était déjà en train de ranger le reste des cadeaux. Je me suis tourné vers les invités et j'ai dit, « Merci à tous d'être venus. On écourte la fête. » Ma mère a cligné des yeux, surprise. « Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu ne parleras pas à mon fils comme ça, et tu ne le reverras plus. Pas si c'est le genre de poison que tu apportes dans sa vie. » Elle a ri. Elle a vraiment ri. Oh, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. Kevin, allons. Mais je m'éloignais déjà. Et ce fut le dernier moment où elle a vu son petit-fils. Du moins, pour l'instant. Cela fait 2 semaines. Elle a appelé tous les jours depuis, parfois 2 fois. Elle a laissé des messages vocaux, certains apologétiques, la plupart défensifs. Tu surréagis, dit-elle. Je plaisantais. Tu prives Jacob d'une grand-mère pour un seul commentaire. Mais ce n'était pas juste un seul. Ça ne l'est jamais. C'est un schéma, un goutte-à-goutte lent et constant de mépris déguisé en sollicitude. Et j'en ai fini. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Mais maintenant, elle intensifie ses efforts. Elle a contacté ma tante, mon cousin, et a même essayé d'envoyer un message directement à Mélissa. Et j'ai le mauvais pressentiment que ce n'est pas fini. Loin de là. Le problème avec les gens comme ma mère, c'est qu'ils n'acceptent pas un non comme réponse. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils croient avoir droit à un oui. Et quand on leur dit non, quand on établit une limite qu'ils n'ont pas approuvée, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur eux-mêmes. Ils ripostent. Les appels n'ont pas cessé. Ni les textos. Elle a commencé à laisser de longs messages vocaux qui ressemblaient à des monologues de vieux feuilletons télévisés. « Kevin, je suis ta mère, disait-elle. Tu ne peux pas me couper la parole comme à une inconnue dans un magasin. Je t'ai élevé. » Puis il y a eu les chantages affectifs teintés de religiosité, dont elle ne s'était jamais souciée quand j'étais enfant. Dieu commande le pardon ou la Bible dit « honore tes parents ». C'était comme si elle avait un script prêt pour chaque excuse, mais je suis resté silencieux. Mélissa, par contre, ne l'était pas. Environ une semaine après la fête, elle a répondu à l'un des appels. Je ne l'ai su que lorsque j'ai entendu sa voix dans le salon. Pas en criant, mais ferme, de l'acier derrière du velours. « Non, ce n'est pas à vous de décider quand vous avez dépassé les bornes, a-t-elle dit. Vous avez humilié mon mari devant notre fils. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la cruauté. Vous n'aurez pas accès à Jacob tant que vous n'aurez pas appris à respecter les personnes qui l'élèvent. » Je suis resté dans le couloir, tenant le linge de Jacob, et j'ai écouté. Mélissa n'a pas élevé la voix une seule fois, mais il y avait une puissance dans ces mots que je pense que même moi, je n'avais pas pleinement apprécié. Ma femme avait passé des années à absorber les affronts, les piques, l'attention. Et maintenant, elle en avait fini de porter le poids de ma loyauté envers une femme qui ne nous avait jamais accordé la moindre parcelle de la sienne. Quand elle a raccroché, je n'ai rien dit. J'ai juste posé le linge, je me suis approché et je l'ai serré dans mes bras. Nous n'avions pas besoin d'en parler. Nous étions sur la même longueur d'onde. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était peut-être la fin. Que ma mère finirait par comprendre le message et nous laisserait de l'espace. Que peut-être, juste peut-être,
elle réfléchirait à son comportement et tendrait la main de manière significative. De vraies excuses, pas une réplique répétée. J'ai même rêvé qu'elle se présentait à notre porte avec une lettre manuscrite et les larmes aux yeux. Mais ce n'est pas qui elle est. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts. Elle est passée à l'offensive nucléaire. Ça a commencé doucement, avec une publication Facebook passive-agressive. Certaines personnes oublient qui a changé leur couche, assez vague pour lui donner une dénégation plausible. Mais ensuite sont venues les publications plus directes, partageant de vieilles photos de Jacob avec des légendes comme « tant de souvenirs avant que je ne devienne toxique ». Des amis et des parents éloignés ont commenté des choses comme « tu es une si bonne grand-mère ». Et les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Certains m'ont même envoyé des messages privés pour me demander ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Ensuite, elle a commencé à utiliser d'autres personnes pour nous atteindre. Ma tante Carla a appelé un soir, sa voix déjà exaspérée avant même que je puisse dire bonjour. « Kevin, s'il te plaît, parle à ta mère », a-t-elle soupiré. Elle a appelé tout le monde. Elle a le cœur brisé. Elle n'a pas le cœur brisé, ai-je dit sèchement. Elle est acculée. C'est différent. Carla est restée silencieuse une seconde. Elle a fait une erreur, un commentaire. Tu vas tenir Jacob à l'écart pour une blague. Ce n'était pas une blague, ai-je dit. Et ce n'était pas la première. C'est juste la dernière. Après ça, Carla n'a plus appelé. La tension s'est propagée. Mon cousin Dave, celui qui avait entendu le commentaire à la fête, m'a envoyé un texto pour me dire, pour ce que ça vaut, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Tu n'as pas eu tort de partir. Ça a signifié plus que ce à quoi je m'attendais. Mais ensuite est venue la vraie trahison. C'était le samedi suivant, un de ces week-ends lents et pluvieux où nous étions tous en pyjama à la maison. Jacob construisait un ensemble de Lego dans le salon pendant que Mélissa et moi trions les factures à la table de la salle à manger. La sonnette a retenti et nous nous sommes tous les deux figés. Peu de gens se présentaient à l'improviste de nos jours. Mélissa a jeté un coup d'œil par la fenêtre et m'a lancé un regard. Le genre de regard qui dit « tu ne vas pas aimer ça ». C'était ma mère, debout sur le porche, trempée jusqu'aux os sous un parapluie dégoulinant, tenant un sac à dos et arborant ce regard étudié de tristesse inquiète. « Je m'en occupe », ai-je dit. Je suis sorti en fermant la porte derrière moi. La pluie était froide et incessante, et elle paraissait plus petite que d'habitude sous son poids, mais je n'ai pas laissé ça m'influencer. « Tu dois partir », ai-je dit doucement. « Kevin, s'il te plaît », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je veux juste le voir. » Je lui ai apporté quelque chose. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un petit jeu qu'il aime. Il n'a pas besoin de cadeau. Il a besoin de paix, et il l'a maintenant. Elle a fait un pas de plus. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé si c'est mal sorti. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de le motiver. Non, ai-je dit. Tu essayais de m'insulter devant lui. Tu voulais t'assurer que ton opinion de moi soit celle dont il se souviendrait ce jour-là. Elle a cligné des yeux rapidement, puis a poussé le sac à dos dans mes mains. Je t'ai élevé. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu m'as élevé, ai-je dit en la coupant. Et je suis encore en train de réparer certains des dégâts. Je ne te laisserai pas recommencer avec lui. J'ai rendu le cadeau et je suis rentré. Elle est restée là un moment, abasourdie, puis s'est lentement retournée et s'est éloignée. J'aurais aimé que ce soit la fin. Mais ce qui est arrivé ensuite, c'est là que la ligne est passée de la manipulation émotionnelle à quelque chose de tout à fait différent. Lundi matin, Jacob n'est pas venu à l'école, parce que quelqu'un avait appelé l'établissement en se faisant passer pour Mélissa, et avait dit qu'il serait absent toute la semaine pour une urgence familiale. Le personnel du bureau nous a appelés pour confirmer. Ils étaient confus. Mélissa était furieuse. Qui ferait ça, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Je n'ai même pas eu besoin de deviner. Ce soir-là, j'ai vérifié les images de sécurité de notre caméra de porte d'entrée du début de la semaine. Bien sûr, elle était là. Ma mère, essayant de déposer un paquet tard dans la nuit, planant près de la porte comme si elle avait peur d'être vue. À l'intérieur du paquet, une lettre adressée à Jacob. Elle disait, « Ne crois pas tout ce que tes parents te disent. Mamie t'aimera toujours, peu importe les mensonges qu'ils te racontent sur moi. »
J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. C'était le point de rupture. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Elle essayait maintenant activement de s'immiscer entre nous et notre fils, de nous saper en tant que parents, de le troubler, de transformer son besoin de contrôle en une campagne. Et quelque chose en moi, cette petite voix qui lui avait toujours trouvé des excuses, qui avait toujours murmuré, elle part d'une bonne intention, sais-tu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ça. Ni pour elle, ni pour nous. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais anticipé, c'est que je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne le réalisait. Et si elle pensait que j'étais le même fils obéissant qu'elle avait l'habitude de réprimander jusqu'au silence, elle était sur le point d'apprendre à quel point j'avais changé. Le jour où nous avons lu la lettre qu'elle a écrite à Jacob, quelque chose a changé dans notre maison. Mélissa se tenait au-dessus de l'évier de la cuisine, serrant le papier comme s'il l'avait personnellement insulté. Et je suppose que d'une certaine manière, c'était le cas. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de cette rage silencieuse que seule une mère protégeant son enfant peut porter. Je me suis assis à la table de la salle à manger, fixant la lettre. Les mots se sont gravés dans mon cerveau. Je n'arrêtais pas de rejouer cette seule ligne, ne crois pas tout ce que tes parents te disent. C'était un poignard délibéré. Je me sentais mal, physiquement nauséeux, non seulement à cause de ce qu'elle avait écrit, mais à cause de ce que cela signifiait. Elle avait franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'elle oserait approcher. J'avais passé ma vie à me dire qu'elle était juste difficile, juste démodée, juste directe. Mais la vérité était plus laide. Ma mère n'était pas juste quoi que ce soit. Elle était manipulatrice, calculatrice, et maintenant elle ciblait mon fils. Mélissa a dit que nous devions tracer une limite stricte, pas une suggestion, pas une pause, un mur, solide, permanent. Il ne s'agit plus de nous, a-t-elle dit. Il s'agit de protéger Jacob. Et elle avait raison. Mais ça ne rendait pas les choses faciles. Les jours suivants ont été un tourbillon de tension. Jacob ne connaissait pas toute l'étendue de ce qui s'était passé, mais il aperçut l'atmosphère. Il a commencé à poser des questions discrètes comme « Est-ce que mamie s'est fâchée contre moi, et est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Nous l'avons rassuré, lui avons dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il était en sécurité, que parfois les adultes font des choix qui ne sont pas sains, et c'est pourquoi nous devons faire des changements. Mais expliquer un éloignement à un enfant de 10 ans sans nourrir d'amertume en lui, c'est un exercice d'équilibriste que je n'étais pas sûr de savoir maîtriser. Et puis est venue la culpabilité, pas de la part de Mélissa, pas de Jacob, mais de moi. Elle m'a frappé en pleine poitrine, comme un poids que j'ignorais porter, qui s'est finalement abattu et a brisé quelque chose en moi. Pendant si longtemps, j'avais minimisé les dégâts, non seulement pour moi, mais pour ma famille. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas si grave, que je faisais ce qu'il fallait en restant en contact. Mais tout ce que j'avais fait, c'était de laisser la porte arrière ouverte pour que le poison s'infiltre. Je ne protégeais pas mon fils. J'essayais de rendre ma mère heureuse. Et j'avais échoué sur les deux tableaux. J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Pas de l'insomnie exactement, mais ce genre de sentiment agité et vide qui me faisait fixer le plafond pendant des heures pendant que Mélissa dormait à côté de moi. Certaines nuits, je me levais et je m'asseyais simplement sur le porche, avec une couverture enroulée autour de moi et une tasse de thé refroidissant dans mes mains. Je n'arrêtais pas de me demander quel genre d'homme j'étais, pas seulement en tant que père, mais en tant que fils. Étais-je cruel de couper les ponts avec elle? Étais-je faible d'avoir attendu si longtemps? Je me sentais comme une corde tirée dans des directions opposées. Loyauté contre responsabilité, culpabilité contre conviction. Le travail n'aidait pas. Je dirige une petite entreprise de sous-traitance, principalement des chantiers locaux, des rénovations de maisons, de cuisines, ce genre de choses. Normalement, c'est mon échappatoire. Mes mains savent ce qu'elles font, même quand mon cerveau est embrouillé. Mais dernièrement, même ce rythme était déréglé. J'oubliais des matériaux, je mélangeais les délais. Mon équipe, dont la plupart sont des amis de longue date, l'a remarqué. L'un d'eux, Jordan, m'a pris à part un après-midi alors que nous posions du carrelage et m'a dit « Eh, mec. Quoi que ce soit qui te ronge, ça se voit. Ça va ?» J'ai failli mentir, failli dire que j'étais juste fatigué, mais au lieu de ça, je lui ai dit « Pas tout, mais assez. » Il n'a pas dit grand-chose, il a juste hoché la tête. Il m'a laissé parler. Quand j'ai eu fini, il a dit « Tu sais,
On passe notre vie à penser que les parents sont des géants, comme s'ils étaient taillés dans la pierre. Mais parfois, ce sont juste des gens. Des gens qui font des erreurs, et c'est à nous de décider si on veut que leur bazar déteigne sur nos propres vies. Ça m'a marqué. C'est une semaine plus tard que j'ai touché le fond. Je suis rentré tard d'un chantier où la cliente avait été particulièrement exigeante, dépassant le budget, en retard sur le calendrier, et demandant si nous pouvions repeindre tout le sous-sol à nouveau parce qu'elle avait changé d'avis sur l'ambiance. Je suis entré par la porte d'entrée et j'ai trouvé Jacob en larmes dans les escaliers, serrant un petit dessin qu'il avait fait pour l'école. Il était froissé. J'ai demandé ce qui s'était passé. Apparemment, un de ses camarades de classe avait parlé des grands-parents qui leur rendaient visite, qui envoyaient des cadeaux, qui venaient aux événements scolaires. Jacob avait dit « Ma grand-mère ne me voit plus ». Et un autre enfant avait répondu « Peut-être que tu as été méchant ». Les enfants peuvent être cruels sans le savoir. Mais quand même, ça l'a anéanti. Et quand je me suis agenouillé pour le serrer dans mes bras, je l'ai ressenti. Cette vague écrasante de honte, parce que peu importait à quel point mes choix étaient justifiés, les retombées étaient tombées sur lui. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai craqué devant Mélissa, complètement, pas juste des larmes, des sanglots, le genre où tout votre corps tremble. Et j'ai dit les mots que je ne voulais pas admettre, j'ai l'impression que je suis en train de le détruire. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, m'a tenu la main et a dit quelque chose qui résonne encore en moi, tu es en train de le sauver. Et ce fut le tournant. Je me suis réveillé le lendemain avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas la paix, pas encore, mais un sens de la direction. J'ai commencé petit. J'ai pris quelques jours de congé et j'ai organisé un week-end entier autour de Jacob. Pas de distraction, juste du temps père-fils. Nous avons construit un nichoir, sommes allés à la salle d'arcade locale, avons fait un gâchis en faisant des biscuits, et sommes restés éveillés à regarder des films de Spider-Man jusqu'à ce qu'il s'endorme à mi-chemin du deuxième. Et dans ces moments, quelque chose a commencé à guérir, pas seulement en lui, mais en moi. Après ça, j'ai pris une décision. Si je voulais vraiment le protéger et construire la vie que je voulais sans l'ombre de ma mère, je devais arrêter d'attendre qu'elle change. Je devais arrêter d'espérer une conclusion. Je devais la créer moi-même. J'ai commencé une thérapie. Au début, cela ressemblait à un aveu de défaite, mais c'est rapidement devenu l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Parler à quelqu'un qui ne connaissait pas ma mère, qui n'était pas émotionnellement empêtré dans la toile, qui pouvait nommer les schémas pour ce qu'ils étaient, manipulation, enchevêtrement, détournement cognitif. Ça m'a donné un langage, et avec le langage est venu le pouvoir. J'ai commencé à démêler des années de culpabilité et d'auto-accusation. J'ai commencé à reconnaître les façons dont je m'étais plié en quatre pour mériter un amour qui aurait dû être inconditionnel. Et surtout, j'ai commencé à me voir non pas comme un fils raté, mais comme un bon père. Mélissa m'a rejoint pour quelques séances, non pas parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce que nous en avions besoin. Elle a dit au thérapeute des choses que je ne savais pas qu'elle portait, sur la difficulté de me voir laisser ma mère me piquer, sur l'impuissance qu'elle ressentait en essayant de nous protéger, moi et Jacob. Elle a pleuré une fois, non pas de douleur, mais de soulagement. Le soulagement que je trace enfin la ligne. Professionnellement, les choses ont commencé à changer aussi. Jordan, le gars qui m'avait fait ce discours sur le chantier, m'a surpris un jour avec une proposition. Il voulait investir dans l'entreprise, a dit qu'il croyait en ce que nous construisions, mais plus que ça, il croyait en moi. Avec son soutien, nous avons étendu nos opérations, accepté des chantiers plus importants, embauché un directeur de bureau pour que je puisse me concentrer moins sur la chasse aux factures et plus sur le travail que j'aimais. L'entreprise a grandi lentement, régulièrement, et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de simplement survivre. Nous avons même signé un contrat pour rénover l'ancien centre communautaire de la ville. Un projet d'héritage, comme il l'appelait. J'étais fier, non seulement pour moi, mais pour la version de Jacob qui passerait un jour devant ce bâtiment et dirait « Mon père a travaillé là-dessus ». À la maison, les choses se sont stabilisées. Jacob a rebondi. Les enfants sont résilients. Il posait encore des questions sur sa grand-mère parfois, mais les questions sont devenues plus douces, moins confuses. Nous avons répondu honnêtement, de manière adaptée à son âge. Nous lui avons dit que certaines personnes blessent les autres sans le vouloir, et qu'il est normal de prendre ses distances avec les gens qui ne nous traitent pas avec gentillesse. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que nous lui en donnions le crédit.
Mais même si notre vie commençait à se reconstruire, je savais que ce n'était pas fini, parce que ma mère n'avait pas lâché prise. Et bien que j'ai trouvé la clarté, la guérison et une force nouvelle en moi, je sentais que quelque chose approchait, une dernière poussée, un acte désespéré. Et j'avais raison. Dans les semaines qui ont suivi la lettre, quelque chose en moi s'est endurci. Pas d'une manière amère, je ne sombrais pas dans la haine, mais avec une sorte de détermination ciblée que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais protégé mon fils. J'étais resté ferme aux côtés de ma femme. Et maintenant, je reconstruisais, lentement, oui, mais intentionnellement. Et cela m'a donné quelque chose que ma mère n'avait jamais anticipé, un avantage. Car alors qu'elle pensait m'avoir usé, ce qu'elle avait vraiment fait, c'était de me donner de la clarté. Je ne savais pas ce qu'elle ferait ensuite, mais je savais que quelque chose se préparait. Son silence n'était pas du silence, c'était de la planification. Ma mère n'était pas du genre à battre en retraite. Elle était du genre à recharger. Alors, j'ai commencé à faire attention. Le premier indice est venu à nouveau de ma tante Carla. Elle était restée silencieuse pendant quelques semaines après notre dernière conversation, mais j'ai reçu un message dès un dimanche après-midi, juste un texto avec une capture d'écran. Ma mère avait publié un long statut public sur Facebook, dégoulinant de fausses inquiétudes, disant que certains enfants sont si ingrats qu'ils empêchent leur propre enfant de connaître la chaleur de l'amour d'une grand-mère. Et que cela me brise le cœur que les mensonges et l'amertume puissent détruire une famille. Il y avait des centaines de j'aime et des dizaines de commentaires. Des gens dont je me souvenais à peine de mon enfance intervenaient avec des choses comme « tellement désolé que tu traverses ça ». Et les enfants de nos jours n'ont aucun respect. Quelques noms que je reconnaissais du côté de la famille de Mélissa aussi. Des gens de l'église, d'anciens collègues, des cousins éloignés. Certains l'avaient partagé. J'ai fixé cette publication pendant un long moment, non pas parce que j'étais surpris, mais parce qu'elle confirmait ce que je soupçonnais. Elle préparait le terrain. Elle se présentait comme la victime. Pas à moi, mais à tout le monde. Et une fois qu'elle aurait assez de sympathie, elle agirait. Mélissa a aussi vu la publication. Elle m'a regardé et a dit, elle devient désespérée. J'ai hoché la tête. Ce qui signifie qu'elle va devenir négligente. Alors, j'ai commencé à tout documenter. Chaque texto, chaque message vocal, chaque publication Facebook, capture d'écran par capture d'écran, chaque email. Oui, elle a recommencé à envoyer des emails à l'école de Jacob, se faisant passer pour moi, essayant de confirmer des rendez-vous et d'obtenir un accès. J'ai tout imprimé. J'ai créé un fichier sur mon ordinateur et un dossier de sauvegarde sur un disque dur externe. Mélissa, étant plus intelligente que moi dans ce domaine, a créé un dossier cloud sécurisé et a ajouté des horodatages, des noms de fichiers, et même des métadonnées. Elle a dit, si ça devient plus gros, nous devons consigner chaque étape par écrit. Et puis j'ai appelé un avocat, pas pour la poursuivre en justice, pas encore, mais pour poser des questions, pour comprendre nos droits en tant que parents, pour savoir quelle protection existait légalement. Pour m'assurer qu'elle ne pouvait pas se présenter à l'école ou tenter de nous contacter par des tiers. L'avocate, une femme nommée Dana, a écouté attentivement. Elle n'a pas jugé. En fait, elle semblait étrangement peu surprise. Quand j'ai eu fini d'expliquer, elle a dit, « Vous n'êtes pas le premier client à faire face à un parent comme celui-ci. » Ça m'a un peu piqué. Elle m'a dit que si les droits des grands-parents existent dans certains États, ils ne priment pas sur les droits parentaux sans une demande de garde ou une preuve d'abandon, ce qui ne s'appliquait pas ici. Elle essaie de vous culpabiliser pour vous soumettre, a dit Dana. Ne laissez pas le récit devenir le sien. J'ai quitté ce bureau avec deux choses, une lettre notariée révoquant le consentement pour que ma mère puisse récupérer Jacob à l'école en toutes circonstances, et une liste des mesures que nous pourrions prendre si elle intensifiait ses actions. Y compris une mise en demeure ou même une ordonnance restrictive. C'était étrange de préparer des défenses légales contre ma propre mère. Mais quand le comportement de quelqu'un met en danger la tranquillité d'esprit de votre enfant, la biologie devient sans importance. Et maintenant que j'étais armé de faits, de soutien et de documentation, je ne me sentais plus piégé. Je me sentais en contrôle. La deuxième partie de mon plan est venue d'un endroit moins attendu. Mon cousin Dave, celui qui avait été témoin du commentaire d'anniversaire, m'a recontacté. Nous nous sommes vus pour un café. Il semblait mal à l'aise au début, puis il s'est penché et a dit, « Écoute, elle a appelé un peu partout, posant des questions sur toi, disant des choses comme
Sais-tu si Kevin a des difficultés financières, ou a-t-il dit quelque chose sur le fait que Melissa allait le quitter? Il a fait une pause, m'a regardé. Elle essaie de monter une histoire. Je pense qu'elle espère que si elle dit à assez de gens que tu t'effondres, quelqu'un le croira. Je n'ai même pas scié. Merci pour l'info. Elle m'a invité à dîner, a-t-il ajouté. Elle voulait parler de la façon dont la dynamique familiale change. J'ai dit que j'étais occupé. Cela signifiait plus qu'il ne le savait. Dave avait toujours été neutre, le fait qu'il prenne parti voulait dire quelque chose. Et puis l'occasion s'est présentée. L'amie de Melissa, Karen. Oui, c'est son vrai nom, mais la bonne sorte de Karen, travaillait dans une organisation à but non lucratif qui organisait une collecte de fonds annuelle, un dîner de gala, des prix communautaires, mettant en lumière les entreprises locales qui avaient donné en retour. Karen nous a dit qu'il nommait mon entreprise de construction pour un reportage. Tu as fait des travaux gratuitement sur 3 maisons cette année pour des familles dans le besoin, a-t-elle dit. Ne fais pas comme si ce n'était pas important. Au début, j'étais réticent. Je ne suis pas du genre costume et discours. Mais Melissa m'a poussé. Laisse les gens te voir, a-t-elle dit. Laisse-la te voir prospérer. Alors, j'ai accepté. Et puis j'ai eu une idée. Si ma mère voulait instrumentaliser l'opinion publique contre moi, je la battrais à son propre jeu, non pas par des mensonges, mais par la transparence. Je n'ai pas fait de discours ce soir-là, mais l'événement avait un segment vidéo, une pièce de 5 minutes sur chaque entreprise présentée. Karen m'a demandé si je serais d'accord pour parler de la raison pour laquelle j'avais lancé l'entreprise et de notre mission. J'ai accepté, mais à une condition, je voulais écrire ma propre narration. Je suis resté éveillé tard pour travailler sur ce script, et quand il a été diffusé au gala, voici ce que les gens ont entendu, sur des images de mon équipe travaillant sur des maisons, riant avec des familles, martelant, peignant et mesurant sous la chaleur de l'été, je m'appelle Kevin. Et j'ai lancé cette entreprise avec 2 choses en tête, la dignité et l'héritage. Je n'ai pas grandi dans un foyer où la gentillesse venait facilement. J'ai passé longtemps à croire que l'amour devait se mériter par l'obéissance. Mais quand je suis devenu père, j'ai réalisé le genre d'homme que je voulais que mon fils voie. Pas quelqu'un qui a peur de la confrontation, mais quelqu'un qui défend la paix, le respect, le fait de faire ce qui est juste, même quand ça vous coûte. Cette entreprise. Ce ne sont pas juste des cloisons sèches et des clous. C'est reconstruire des maisons, de la même manière que j'apprends à me reconstruire moi-même, brique par brique, avec un but. La salle est devenue silencieuse. Les gens se sont levés. Melissa m'a serré la main. Et quelque part, je savais que ma mère l'avait vu. Que ce soit par le biais des réseaux sociaux de quelqu'un d'autre ou par l'une des personnes qu'elle avait essayé d'empoisonner contre moi, ça lui reviendrait. Elle entendrait ma voix. Elle m'entendrait récupérer le récit qu'elle avait essayé de détruire. Et elle réaliserait qu'elle était en train de perdre. Mais ce n'était pas assez. Pas encore. Parce que ce qu'elle a fait ensuite était pire que tout ce à quoi je m'attendais. Et ça m'a donné la raison finale dont j'avais besoin pour riposter, calmement, légalement et définitivement. C'est un jeudi après-midi que j'ai reçu l'email qui a confirmé tout ce que je soupçonnais et m'a poussé au-delà du point de non-retour final. L'administratrice de l'école de Jacob m'a contacté, demandant poliment une réunion pour examiner une préoccupation urgente. Melissa et moi nous y sommes rendus ensemble. On nous a conduits dans un petit bureau et on nous a remis une copie d'un email imprimé. Il venait de ma mère. Elle avait créé une fausse adresse Gmail, quelque chose comme grand-mère-245@gmail.com, et avait envoyé un email directement au conseil scolaire. Le message était long, dégoulinant de phrases passives-agressives, mais l'accusation principale était claire. Elle prétendait que Melissa et moi négligions émotionnellement Jacob, que nous l'avions isolé de tous les membres de la famille, et qu'il était devenu renfermé, triste et craintif. Elle suggérait une visite des services sociaux à domicile. Elle a même proposé de prendre la garde temporaire si nécessaire. Mon estomac s'est noué. Mon pouls, non. Je suis resté calme. Je m'étais préparé à ça. L'administratrice avait l'air mal à l'aise. Nous sommes obligés de donner suite à des préoccupations comme celle-ci, a-t-elle dit. Mais nous n'avons rien vu pour le confirmer. Jacob s'épanouit ici. Il est brillant, poli, engagé. Nous ne voulons pas nous immiscer, mais vous devez savoir que quelqu'un essaie d'envenimer la situation. Melissa tremblait, pas visiblement,
mais je pouvais le sentir à travers sa main dans la mienne. J'ai remercié l'administratrice, promis de donner suite, et suis parti avec un dossier rempli de mes imprimés, y compris la fausse adresse et les en-têtes montrant son origine. Nous sommes rentrés à la maison, avons fait asseoir Jacob, et lui avons rappelé doucement que si jamais quelqu'un essayait de lui poser des questions sur notre maison ou le mettait mal à l'aise, il pouvait toujours venir nous voir. Il a hoché la tête. Il n'avait pas peur, pas vraiment, mais Mélissa, si. Moi aussi. Parce que ce n'était plus une querelle de famille. C'était une campagne de diffamation froide et organisée, menée par quelqu'un qui avait perdu le contrôle et voulait le récupérer par tous les moyens. Et il était temps que j'y mette fin une fois pour toutes. J'ai recontacté Dana, notre avocate. Je lui ai donné les nouvelles preuves, le faux email, les notes de l'école, tout ce que j'avais collecté. Elle a jeté un coup d'œil et a dit, il est temps. Elle a déposé une lettre de mise en demeure, formellement rédigée, livrée par courrier recommandé, et enregistrée auprès d'un tribunal local. Dans celle-ci, nous indiquions clairement que toute nouvelle tentative de nous contacter, nous, notre fils, ou des tiers, d'une manière qui pourrait nuire à la réputation, à la stabilité ou au bien-être de notre famille, entraînerait une ordonnance restrictive et une poursuite en diffamation. Mais ce n'était pas tout. Vous vous souvenez du gala? Quelques semaines après la diffusion de la vidéo, un journal local a publié un article à ce sujet. Impact sur la communauté, les chefs d'entreprise qui donnent en retour, ce genre de choses. Ils ont cité ma narration de la vidéo. Quelques médias en ligne l'ont repris, et en plein milieu de cet élan, j'ai agi. J'ai écrit une lettre publique, pas sur Facebook, pas sur Instagram, sur LinkedIn. Je savais que c'était là que se connectaient beaucoup de connaissances mutuelles, de membres de la communauté, et même d'anciens clients de ma mère. Elle avait été professeure de piano privé pendant des décennies, avait enseigné à la moitié du quartier, et avait une image publique impeccable. Dans la publication, je ne l'ai pas nommée. Je n'ai même pas fait allusion à son identité. Mais j'ai raconté l'histoire. J'ai écrit sur la douleur de grandir sous la manipulation émotionnelle, d'être victime de détournements cognitifs, de culpabilité et de dévalorisation. D'essayer de maintenir une relation avec un parent toxique et de réaliser finalement que l'on ne doit pas aux gens l'accès à sa vie simplement parce qu'on partage le même ADN. J'ai parlé de l'impact que cela a eu sur mon mariage, ma confiance en moi, ma santé mentale, et comment devenir père m'a forcé à remettre en question ce que j'avais accepté comme normal. J'ai terminé la publication avec ceci, guérir, ce n'est pas prétendre que les dégâts n'ont pas eu lieu. C'est protéger la génération suivante. Mon fils ne connaîtra peut-être jamais toute l'histoire, mais il saura ce que c'est que la paix. Il connaîtra l'amour sans condition. Et un jour, quand il sera grand, il se souviendra des choix que j'ai faits et verra un homme qui a brisé le cycle. La publication est devenue virale, pas à la manière d'une danse TikTok, mais d'une manière discrètement dévastatrice. Les commentaires ont afflué, de vieux amis, d'anciens élèves, de voisins qui avaient leurs propres histoires, et même de personnes que je ne connaissais pas, partageant comment eux aussi avaient coupé les ponts avec leur famille pour leur propre paix. Mélissa a pleuré en lisant les commentaires. Moi aussi. Mais le coup de grâce est venu 2 jours plus tard. J'ai reçu un appel d'une de ses plus anciennes amies, une professeure de musique à la retraite nommée Hélène. Je pensais juste que tu devrais savoir, a-t-elle dit, la voix basse. Ta mère a appelé des gens pour essayer de se défendre. Elle dit que ta publication parlait d'elle, qu'elle est calomniée. Je me suis arrêté. A-t-elle nié avoir écrit l'email à l'école? Hélène a ri amèrement. Elle a tout nié, mais personne ne l'a cru. Elle panique. Elle n'a jamais pensé que tu parlerais. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, puis j'ai fermé les yeux. C'était ça. Elle avait toujours compté sur le silence. La honte, le fait que je ne parlerais pas, que je ne me défendrais pas, parce que ce serait irrespectueux, ou trop dramatique, ou que ça n'en vaudrait pas la peine. Mais j'avais trouvé ma voix, et plus important encore, les gens écoutaient. Elle a essayé une fois de plus. Juste une dernière tentative. Une lettre par la poste, manuscrite, sans adresse de retour, mais indubitablement la sienne. Ce n'était même pas des excuses. C'était une bombe de culpabilité, pleine de phrases comme « Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils m'humilierait, et après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. » En bas, une ligne écrite d'une écriture tremblante, je suppose que c'est un adieu. Elle avait raison.
Je n'ai pas répondu. J'ai classé la lettre avec les autres et j'ai envoyé une dernière mise à jour à Dana. Puis, j'ai tourné la page. Jacob s'épanouit. Il vient de commencer sa 5e année. Il a construit une cabane dans les arbres avec moi cet été. Il l'appelle Fort Pay. L'entreprise de Mélissa, une boutique Etsy de décoration intérieure personnalisée, a explosé depuis la visibilité du gala. Et moi, je me réveille chaque matin sans ce poids familier dans ma poitrine. Nous parlons encore d'elle parfois, mais de moins en moins. Jacob pose moins de questions. Je ne sais pas s'il se souvient pleinement de ce qu'elle a fait. J'espère que non. J'espère que ces souvenirs s'estompent dans le flou, remplacés par des souvenirs de sécurité et de chaleur. Mais moi, je me souviendrai, non pas par amertume, mais par fierté, parce que j'ai fait la chose la plus difficile qu'un fils puisse faire. Je me suis interposé entre mon enfant et la douleur que j'avais connue, et je n'ai pas bronché. C'est mon héritage, et c'est ainsi que le cycle se termine. Je n'ai pas protégé sa réputation. J'ai protégé l'enfance de mon fils.